Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la Fête de la Science. Je suis Julia Gutking-Infolo, médiatrice scientifique ici à la Cité des Sciences, et je vous propose de découvrir avec moi quelques expériences autour de la physique du froid pour un petit peu comprendre ce que c'est que le froid. Alors pour commencer, on va regarder ce qu'on a ici dans notre récipient et je vais mettre des gants. Je vous montre, on a ici des glaçons. Alors ça ressemble à des glaçons d'eau, mais ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du H2O, c'est un autre composé. Je vous laisse deviner chez vous, peut-être avez-vous une idée de ce dont il s'agit. Ce sont des glaçons de CO2, de dioxyde de carbone, c'est ce qu'on appelle de la carboglace ou encore de la neige carbonique. Alors le CO2, on connaît bien, on est entouré de CO2. En fait, par exemple, quand on respire, c'est ce qu'on va expirer du CO2. Là, en l'occurrence, dans nos masques. Donc, on expire du CO2. C'est aussi ce que les plantes utilisent pour leur photosynthèse, pour produire de l'oxygène. Donc, en fait, le dioxyde de carbone, on connaît bien. On est même entouré de CO2, mais on connaît bien sous forme gazeuse. Moi, ce que je vous montre là, vous l'avez vu, ce sont des glaçons de CO2. C'est donc du CO2 sous forme solide. Alors si j'ai des gants là, c'est parce que c'est très froid. Si on compare à l'eau, pour fabriquer des glaçons d'eau, vous le savez sans doute, il faut passer sous 0 degré. Si on est au-dessus de 0 degré, l'eau est liquide. Si on passe sous 0 degré, on va solidifier notre eau et on va former des glaçons. Eh bien, ça ne va pas suffire pour le dioxyde de carbone. Si on passe sous 0 degré, notre CO2 va rester sous forme gazeuse, il va falloir descendre encore en température. En l'occurrence, il va falloir passer sous les moins 78 degrés si on veut pouvoir solidifier du dioxyde de carbone. Donc là, ces glaçons, ils sont vraiment quasiment à moins 80 degrés, donc vous comprenez pourquoi j'utilise ces gants. Alors pour commencer, je vous propose de poser un morceau de carboglace sur cette feuille-là et on va attendre un petit peu, quelques heures. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop pressés chez vous. Et on va regarder ce qui se passe. Alors on aura beau attendre très longtemps. Contrairement à un glaçon d'eau, celui-ci ne va pas fondre. On n'observera jamais de petites flaques liquides sous notre glaçon. Un glaçon d'eau, vous le savez, il fondrait. On aurait une petite flaque liquide. Ici, jamais. En fait, c'est impossible d'observer du CO2 sous forme liquide dans les conditions qui nous entourent, c'est-à-dire à pression atmosphérique. Ici, notre glaçon de CO2, il finirait par disparaître, mais en fait, il deviendrait directement du gaz. Alors, ce changement d'état, quand on passe directement de l'état solide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la sublimation. On ne passe pas par l'état liquide. Alors, comme expérience, on va commencer par prendre cette Erlenmeyer et on va mettre quelques glaçons de carboglace à l'intérieur. Encore un ou deux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de l'eau chaude. Donc j'ai fait bouillir ici de l'eau dans cette bouilloire. Donc elle est bien chaude, elle est quasiment à 100 degrés. Elle est brûlante. À votre avis, qu'est-ce qu'il va se passer quand l'eau à quasiment 100 degrés va toucher les glaçons qui sont eux à moins 80 degrés? Vous avez peut-être une idée chez vous. Regardons ensemble. Alors vous voyez ce magnifique effet. On accélère la sublimation. Alors finalement, ce changement d'état, il porte plutôt bien son nom. C'est sublime. Cette grosse fumée épaisse et très dense, on peut se demander ce que c'est. On a envie de répondre que c'est du CO2. Mais il y a un petit piège. Alors oui, évidemment, le CO2 est en train de se transformer en gaz à cause de la chaleur de l'eau chaude. Donc le CO2 se dégage, mais on ne le voit pas à l'œil nu. Et heureusement, parce qu'on a dit qu'on était entouré de CO2 gazeux. Donc si on le voyait à l'œil nu, on vivrait en permanence dans un nuage opaque. Donc on ne le voit pas à l'œil nu. Là, ce qu'on voit à l'œil nu, en fait, c'est vraiment un nuage de vapeur d'eau.
c'est l'humidité dans notre atmosphère qui, à de telles températures, se condense, ça fait des gouttelettes d'eau, et donc on a vraiment de la vapeur d'eau, on observe un beau nuage. Alors on va faire une autre petite expérience. Je vais également mettre des glaçons de Carboglace dans cet autre Erlenmeyer. Et on va s'amuser un petit peu. La surprise du chef, on va ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle. Et c'est parti, on met notre eau chaude. Et je vous laisse observer. Alors, c'est complètement inutile, hein, c'est aussi fait pour s'amuser, les expériences de physique-chimie. Là, on a les bulles de savon qui piègent la fumée. On peut les éclater et se faire dégager notre CO2 et nos nuages. Bon, je vous l'ai dit, c'est assez inutile, c'est juste rigolo. Par contre, la Carboglace, c'est très utile. Il y a plusieurs applications. C'est très froid, donc ça conserve très bien les choses. C'est par exemple utilisé dans le milieu hospitalier pour les transferts de poches de sang, de dons d'organes. Également dans le milieu alimentaire pour conserver la chaîne du froid, bien sûr. Et vous avez vu cet effet spectaculaire avec cette fumée très épaisse. C'est évidemment utilisé dans le milieu du spectacle. Par exemple, au théâtre, on utilise cette fumée qui est donc facile à faire. Alors voilà ce que je pouvais vous raconter sur la Carboglace à moins 80 degrés. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est moins 80 degrés, c'est grosso modo les températures les plus basses qu'on peut observer sur Terre naturellement. En l'occurrence, le record de température minimale qu'on a enregistré sur Terre il y a quelques années, c'était en Antarctique, au pôle Sud, et c'était moins 93 degrés. Donc, la Carboglace, c'est relativement une température similaire. Donc, ça reste des choses que l'humain peut connaître. Mais je vous propose justement de me retrouver tout à l'heure pour faire des expériences avec des choses beaucoup plus froides. Et là, on va atteindre des températures qu'on ne trouvera jamais à l'état naturel sur Terre. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Rebonjour à toutes et à tous. Nous nous sommes quittés tout à l'heure avec des expériences autour de la Carboglace à moins 80 degrés et je vous avais promis d'utiliser quelque chose de beaucoup plus froid. Alors peut-être vous l'avez deviné chez vous, on va utiliser de l'azote liquide. Alors l'azote, c'est un élément chimique qu'on connaît bien, c'est un atome qu'on connaît très bien puisqu'en fait on est entouré en permanence d'azote. Dans notre atmosphère, il y a à peu près 80% d'azote, donc c'est même le composant majoritaire. On a 80% d'azote et grosso modo, les 20 autres pourcents, c'est de l'oxygène. On a un petit pourcentage de mélange d'autres gaz, mais on a vraiment grosso modo 80% d'azote, 20% d'oxygène. Donc c'est pas du tout rare l'azote. On en a l'habitude, mais sous forme gazeuse. Moi, je vous ai parlé d'azote liquide. Alors si on compare à l'eau, la température à laquelle elle passe de l'état gazeux à l'état liquide, c'est 100 degrés. Vous êtes d'accord qu'au-dessus de 100 degrés, quand on fait bouillir de l'eau, on passe à l'état gazeux, et en dessous de 100 degrés, on passe à l'état liquide. Et puis si on continue sous 0 degré, on va solidifier notre eau. Donc c'est 100 degrés la frontière gaz liquide pour l'eau. Pour l'azote, c'est très différent. Si on passe sous 100 degrés, l'azote ne va pas se liquéfier, il va rester sous forme gazeuse. Il va falloir descendre en température beaucoup plus bas. En fait, on va passer sous les 0 degrés, et même largement, puisque la température à partir de laquelle l'azote va pouvoir être sous forme liquide, c'est moins 196 degrés. Donc c'est extrêmement froid, et c'est pour ça que je vais commencer par mettre mes gants. Alors, je vais mettre de l'azote dans ce récipient. On se protège bien puisque moins 200 degrés, c'est très très froid. Donc ici, on a de l'azote liquide.
Alors ce récipient, ça s'appelle un vase d'Arsonval. En fait, on ne met pas de l'azote liquide dans n'importe quel récipient puisque ça s'évaporait très vite. En fait, on utilise, c'est le principe du thermos, il y a une double paroi avec une couche de vide à l'intérieur et comme ça, c'est très isolant et ça garde bien le froid. Et donc, on peut garder plusieurs heures de l'azote sans problème dans un récipient comme ça. Alors, vous avez vu, on a l'impression que c'est brûlant, ça bout fortement, mais pas du tout, c'est extrêmement froid. Ça bout parce que l'azote à moins 196 degrés touche le récipient qui est à température ambiante depuis tout à l'heure. Donc, ça le fait s'évaporer. Mais là, c'est bon, on est rentré en équilibre. Alors, ce qu'on va faire, avant de s'amuser avec ce récipient, on va d'abord comprendre ce qui se passe quand l'azote va toucher ce morceau de moquette. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si de l'azote liquide à moins 196 degrés touche une surface qui, elle, est à température ambiante? Vous avez peut-être une idée chez vous. Je vous laisse le découvrir. Eh bien, le morceau de moquette est tellement chaud par rapport à l'azote liquide qu'il ne peut pas rester sous forme liquide. En fait, il se vaporise immédiatement, il redevient du gaz. Impossible d'avoir de l'azote sous forme liquide à de telles températures. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va reprendre notre vase d'Arsonval. Alors vous avez vu, ça ressemble à de l'eau, hein, mais ce n'en est pas du tout. C'est vraiment de l'azote pur sous forme liquide. Alors j'aimerais pouvoir tremper ma main dedans et vous montrer ce que ça fait, mais je ne le ferai pas. Hein, ma dévotion à la science a des limites. En fait, ce serait très dangereux. Si je mets ma main dans de l'azote liquide, vous imaginez à moins 196 degrés ce qui se passerait. En fait, on a des cellules qui sont pleines d'eau. L'eau, à de telles températures, gèlerait, ça ferait des glaçons, ça prend plus de place, ça exploserait, ça ferait ma main toute nécrosée, il faudrait m'amputer, etc. Donc, je ne vais pas le faire, hein, j'espère que vous comprenez. Mais on va quand même s'amuser, on va tremper d'autres choses. Par exemple, ici, à la Cité des Sciences, on a le droit de tremper des animaux. Donc, je vous propose de tremper notre chien dans l'azote liquide. Alors, à votre avis, un ballon chien, que devient-il plongé dans moins 200 degrés? Est-ce que vous avez une idée chez vous? Vous pouvez essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur du ballon, ce qui se passerait à de telles températures aussi froides. On regarde ensemble. Le chien ne veut pas rentrer, il a bien raison. Mais il n'a pas le choix. Alors, regardez ce qu'il se passe. Il se contracte, hein, on se demande s'il est dégonflé. Mais bien évidemment, on ne fait pas de mal aux animaux à la Cité des Sciences. Et donc, on retrouve notre chien ballon exactement comme il était initialement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur du ballon, on a de l'air. Et quand on plonge de l'air dans moins 200 degrés, c'est tellement froid que l'air n'est pas resté sous forme gazeuse. En fait, l'air s'est liquéfié à de telles températures aussi basses. Et du liquide, en physique, ça prend beaucoup moins de place que du gaz. En l'occurrence, sous forme gazeuse, l'air, ça prend 650 fois plus de place que du liquide. Donc vous imaginez, quand on a liquéfié cet air dans moins 200 degrés, hop, ça a fait une toute petite couche d'air liquide. Hein, ça a fait 650 fois moins de place. C'est pour ça qu'on l'a vu se réduire, se contracter comme ça, c'est pas qu'il s'est dégonflé. Et en revanche, quand on l'a ressorti à température ambiante, eh bien, il a repris toute sa forme puisque c'est redevenu du gaz, donc 650 fois plus de place. Donc ça, c'est ce qui se passe pour l'air. Hein. Ma main, je vous ai dit que ce serait pas du tout pareil, parce que c'est vraiment de l'eau et ce serait irréversible. Et on peut également tremper, pour comparer par exemple un caoutchouc. Donc vous voyez, on a un élastique. À votre avis, dans moins 200 degrés. Je vous laisse essayer de deviner chez vous.
On regarde ensemble. Alors ça se met à bouillir puisque j'introduis quelque chose de chaud par rapport à l'azote. Donc forcément, ça se vaporise. Et là, moins 200 degrés, même pour un caoutchouc, ça le solidifie. Il durcit évidemment. Et regardez, je peux même le casser. Il est devenu tellement dur. Alors, on n'a pas eu de contraction et dilatation cette fois-ci parce qu'il n'y avait pas d'histoire d'air à l'intérieur. En revanche, c'est tellement froid que même un caoutchouc se durcit. Et là, on retrouve une température ambiante. L'élastique se réchauffe et il retrouve en fait son élasticité du début. Alors, voilà ce que je pouvais vous raconter sur l'azote liquide à moins 196 degrés. Si on réfléchit un petit peu aux différents états de la matière qu'on a vus par rapport à l'azote, on a vu de l'azote sous forme gazeuse. Alors, en l'occurrence, on en est entouré. Et puis là, il se dégage dès que ça se vaporise. Et juste en face de nous, là, on a de l'azote sous forme liquide. Il nous manque donc un troisième état de l'azote, si on réfléchit bien. Il nous manque de l'azote solide. Eh bien, je vous propose de me retrouver demain pour une nouvelle expérience où on fabriquera ensemble de l'azote solide. À demain! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je vous propose de continuer nos expériences scientifiques pour comprendre la physique du froid. Alors on s'est quitté hier en manipulant de l'azote liquide à moins 196 degrés et on avait remarqué qu'on n'avait pas encore vu l'état solide de l'azote. Je vous avais promis qu'on allait en fabriquer ensemble, et bien c'est parti. Alors, pour solidifier de l'azote, il va falloir descendre encore un petit peu en température. Vous vous rappelez, on a vu que pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, il fallait atteindre les moins 196 degrés. Là, on va devoir perdre encore quelques degrés. On va devoir atteindre moins 210 degrés pour pouvoir observer de l'azote sous forme solide. Pour pouvoir faire du aussi froid, on va utiliser cette machine. Alors, cette machine, ce n'est malheureusement pas un super frigo où il suffit de mettre de l'azote et hop, ça va le rendre à moins 210 degrés. C'est un petit peu plus subtil que ça et je vous propose de comprendre ensemble comment cette machine fonctionne. Alors pour commencer, on va faire une petite expérience préliminaire avec de l'eau. J'ai ici un verre d'eau dont on va mesurer la température. J'ai pris de l'eau un petit peu chaude. J'ai de l'eau à quasiment 40 degrés. Vous voyez, elle est à 39 degrés. Donc elle est relativement chaude. Je vais la placer dans notre machine. Peut-être vous avez une idée de ce que cette machine fait. Vous pouvez essayer de deviner chez vous. Je place notre verre d'eau sous une cloche. Ça vous donne peut-être un indice. Et puis allumons notre machine. En fait, ce n'est pas une plaque qui va refroidir ou chauffer notre eau. Si on a cette cloche ici, c'est parce que cette machine, c'est une pompe à vide. En fait, on a un trou et un tuyau qui va aspirer tout l'air présent sous la cloche. On va faire le vide sous la cloche. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les atomes, toute l'atmosphère. Il n'y aura que du vide. Et on va regarder l'effet du vide sur un verre d'eau. Alors déjà là, si je veux soulever la cloche, j'ai du mal. Alors c'est pas parce que je manque de force, c'est parce que c'est l'effet ventouse. On n'a plus d'air à l'intérieur. En revanche, on a encore évidemment de l'air partout autour de la cloche qui appuie dessus. Donc c'est l'effet ventouse, je ne peux pas la récupérer. Alors regardez, vous voyez tout ce qui se passe. On fait le vide et notre eau se met à bouillir. Elle est en ébullition. Je vais éteindre notre machine. Alors vous savez peut-être à quelle température de l'eau bout. En général, on associe l'eau qui bout à une température de 100 degrés.
j'ai remis de l'air à l'intérieur de la cloche, j'ai donc pu l'enlever. Et là, j'ai un verre d'eau. Est-ce que l'eau qui a bouilli l'a fait à 100 degrés? Regardez, je trempe mon doigt sans aucun problème. Elle n'est pas du tout brûlante. On va même d'ailleurs mesurer sa température cette fois-ci. On n'est plus qu'à 33 degrés. Donc on a perdu quasiment 7 degrés, comme ça, en quelques minutes, en abaissant la pression. Alors pourquoi on a pu faire bouillir de l'eau en faisant du vide, et pourquoi est-ce que ça a refroidi notre eau? Pour mieux comprendre ce que c'est que le vide, on va utiliser un ballon. On va mettre un ballon sous notre cloche. Est-ce que vous avez une idée, quand je vais l'allumer, de ce qui va se passer pour le ballon? Est-ce qu'il va complètement rétrécir? Est-ce qu'il va gonfler? Est-ce qu'il va flotter? Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut bien se passer pour un ballon plein d'air sous une cloche à vide? Eh bien, regardons ensemble. Alors, vous voyez, le ballon se met à gonfler. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément intuitif. Quand on pense au vide, souvent on pense au contraire à se rétracter. Pas du tout. Dans du vide, un ballon occupe tout l'espace. Alors pourquoi? En fait, quand on a de l'air autour de nous, on ne s'en rend pas compte, mais on a des colonnes de la pression qui nous appuient dessus. On est gêné par l'air autour. Si on enlève cet air, on a toute la place qu'on veut. Donc le ballon, lui, il va occuper tout l'espace dont il dispose. Là, j'ai arrêté la machine, c'est pour ça que j'ai stoppé son élargissement. Mais vraiment, si on n'est plus gêné par l'air autour, on grossit. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé, ce phénomène, au premier cosmonaute qui est sorti dans l'espace, donc vraiment qui a fait une sortie extravéhiculaire. C'était un soviétique en 1965, Alexei Leonov. Eh bien, il est sorti de son vaisseau spatial, il s'est retrouvé dans le vide de l'espace, sa combinaison a gonflé et ça a failli être la catastrophe parce qu'il n'arrivait plus à rentrer dans la porte, dans l'écoutille de son vaisseau. Il a dû faire une dépression au dernier moment. Il s'en est sorti, mais voilà, on n'avait pas tout prévu et il a gonflé exactement comme le ballon. Donc on gonfle dans le vide. Je remets de l'air. Et en fait, cette histoire de ballon, ça nous permet de comprendre ce qui se passe pour l'eau. L'eau, quand on la met sous la cloche dans le vide, on enlève la colonne d'air qui lui appuie dessus. Pareil, elle a toute la place qu'elle veut. Alors bon, c'est pas la même chose qu'un ballon d'air, c'est de l'eau, donc c'est un liquide incompressible, il ne peut pas prendre toute la place sous la cloche, mais sa façon de grandir, c'est de se mettre à bouillir, c'est de faire des bulles. Et alors, quand il se met à bouillir, c'est un changement d'état. On passe de l'état liquide à l'état gazeux, il se vaporise, et en fait, en physique, un changement d'état, ça nécessite de l'énergie, et la seule façon de trouver l'énergie pour pouvoir changer d'état, c'est de la voler au liquide. On lui prend l'énergie et c'est pour ça qu'on va le refroidir. Donc si je vous ai expliqué ces expériences préliminaires, c'est parce que c'est exactement ce principe qu'on va utiliser pour solidifier notre azote. On va utiliser notre pompe à vide, on va faire bouillir l'azote, donc on va lui voler l'énergie, donc on va solidifier de l'azote. Donc c'est parti. Je vais me protéger puisqu'on va à nouveau manipuler de l'azote liquide à moins 196 degrés, je vous le rappelle. J'en ai préparé ici, dans mon divoire, et on va le mettre dans ce récipient. Donc vous vous rappelez peut-être un vase d'Arsonval. Je verse l'azote qui, pour l'instant, est sous forme liquide. Alors ça bout fortement, puisque le récipient est très chaud, il est à température ambiante depuis tout à l'heure. Donc forcément, quand on met du moins 196 degrés, hop, ça se transforme en gaz, ça bout. Mais ça va se calmer et entrer en équilibre. Hop, nous allons positionner notre azote liquide sous la cloche. Et c'est parti, j'allume la machine.
J'allume la pompe à vide. On enlève l'air sous la cloche, on enlève ce qui appuie sur l'azote, donc il a toute la place qu'il veut. Il bout, vous le voyez bouillir. Comme il bout, il prend de l'énergie au liquide pour pouvoir changer d'état. Alors vous avez peut-être remarqué que je secoue la machine. C'est pour éviter que des bulles de gaz comme celle-ci ne se forment et que ça ne s'accroche pas trop aux parois. Et là, on va être un tout petit peu patient. C'est en train de baisser en température. Et vous allez voir, on va passer les moins 210 degrés et on va réussir à solidifier notre azote. Ah, ça y est. On a un glaçon qui s'est formé. Là, on a un super glaçon. Alors là, vous avez vu, on a du liquide qui est en train de se vaporiser et de se transformer en gaz et un magnifique glaçon d'azote. On a les 3 états en même temps de l'azote, c'est ce qu'on appelle le point triple. Là, vous assistez au point triple de l'azote. Alors, j'aimerais bien l'approcher pour mieux vous montrer, mais vous l'avez compris, c'est grâce au vide qu'on peut atteindre ces températures et donc je ne peux pas comme ça m'approcher, c'est forcément sous la cloche. Alors, je vais arrêter la machine. Vous devinez peut-être ce qu'il va se passer. Hop, c'est pas très pratique avec les gants. Je remets de l'air. Et donc, impossible de rester sous forme solide. L'azote se liquéfie immédiatement. Alors, je vous l'avais promis, on a réussi à faire de l'azote sous forme solide. Et donc, on a utilisé cette fois-ci des températures à moins 210 degrés. On a fait quelques expériences qui illustraient du froid, du très froid. Et je vous propose de concrétiser un petit peu tout ça en me retrouvant tout à l'heure pour une dernière expérience, pour vraiment comprendre quelles sont les applications concrètes dans la vie qu'on peut faire avec du très froid. Je vous dis donc à tout à l'heure. Rebonjour à vous. Nous voici donc pour notre dernière expérience autour du froid. Je vous avais dit qu'on allait voir un petit peu les applications concrètes qu'on pouvait faire avec des températures aussi froides. Nous allons parler de supraconductivité. C'est une magnifique application autour du froid. La supraconductivité, c'est un domaine de la physique, en l'occurrence la physique quantique, qui a été découvert plus ou moins par hasard il y a à peu près un siècle, en 1911. Et c'est quelque chose qu'on commence à comprendre de mieux en mieux depuis une cinquantaine d'années. En fait, qu'est-ce que c'est la supraconductivité? C'est certains matériaux bien précis qui, à des températures très froides, vont présenter des propriétés électriques absolument parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on veut faire passer du courant, donc de l'électricité, quand on veut faire passer des électrons, eh bien, on n'utilise pas n'importe quel matériau parce que ça pourrait fondre, par exemple, ou tout simplement ne pas faire bien passer les électrons. On utilise des bons conducteurs, par exemple les métaux, vous le savez peut-être, l'argent, le cuivre, ça conduit bien l'électricité, donc ça ne gêne pas trop les électrons lors de leur passage. Ce sont des bons conducteurs. Eh bien, on a découvert que certains matériaux bien précis présentent des propriétés absolument parfaites, c'est-à-dire que non seulement ils conduisent bien l'électricité, mais en fait, ils la conduisent parfaitement. Il n'y a plus aucun frottement, ça ne chauffe pas du tout, il n'y a vraiment aucune résistance au passage du courant. Alors, ces matériaux, eh bien, en voici un. Vous voyez cette petite pastille noire, là, c'est ça qui va nous intéresser. Tout à l'heure, à une température très froide, elle va devenir supraconductrice. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, c'est ce qu'on appelle un cuprate en physique. C'est une sorte de céramique, un petit peu comme les tasses à café que vous avez chez vous. C'est un matériau bien précis. En fait, c'est 4 atomes. C'est de l'oxygène, du cuivre, de l'yttrium et du barium. Et cette pastille va devenir supraconductrice. Alors, pour l'instant, elle est à température ambiante. Elle ne l'est pas. Il va falloir la refroidir. Alors, quand je dis qu'il va falloir la refroidir, il va falloir atteindre des températures très basses. Elle va devenir supraconductrice à moins 150 degrés.
vous avez peut-être une idée de ce qu'on peut utiliser pour la refroidir au temps. On l'a vu tout à l'heure, on va utiliser de l'azote liquide que j'ai juste ici dans ce récipient. De l'azote liquide à moins 196 degrés, donc c'est largement suffisamment froid pour refroidir notre pastille. Alors, pour voir un des effets de la supraconductivité, on va utiliser ce rail d'aimant. Donc ici, ce sont des aimants permanents, les mêmes aimants que vous avez vos magnettes sur vos frigos, mais ils sont bien puissants. Pour l'instant, notre pastille, elle n'est pas aimantée. Je vous l'ai dit, elle n'est pas encore supraconductrice. Pour l'instant, pas tellement d'intérêt. On va donc devoir la refroidir. Alors, je vais devoir la poser sur un morceau de carton que je vais juste aller chercher ici. Le voici. Je vais surélever notre petite pastille au-dessus des aimants et on va donc commencer à refroidir. Alors, je vais me protéger puisqu'on va à nouveau manipuler de l'azote liquide à moins 196 degrés. Donc des gants, des lunettes. Et c'est parti. On refroidit notre pastille. Alors je verse l'azote dans un petit gobelet, mais vraiment ce qui nous intéresse, c'est la pastille noire que je vous ai montrée. Alors à l'intérieur, j'ai mis un petit peu de coton. Comme ça imbibe bien l'azote et ça permet que ça ne s'évapore pas trop vite. J'en rajoute un petit peu et vous allez voir, dans une petite minute, ce sera suffisamment froid. Ça va passer sous les moins 150 degrés. Alors qu'est-ce qui va se passer quand ça va passer sous les moins 150 degrés et que notre pastille va devenir supraconductrice? Eh bien, au contact des aimants, on va pouvoir faire quelque chose de spectaculaire. En fait, en physique, des aimants, ça crée ce qu'on appelle un champ magnétique. Donc ici, autour de notre rail, on a des boucles de champ, on a un champ magnétique qui est créé. Eh bien, la supraconductivité, je vous ai dit que la propriété absolument géniale, c'est de laisser passer le courant sans aucun frottement, sans aucune résistance. Eh bien, en plus de ça, notre pastille va devenir supraconductrice, elle va repousser le champ magnétique. Alors, je vais la refroidir encore un petit peu. Alors ça, en physique, c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Vraiment, un supraconducteur repousse un champ magnétique et vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors pour expliquer ça, c'est de la physique quantique, ça se passe à l'intérieur de la pastille. Donc c'est vraiment de l'infiniment petit, c'est à l'intérieur des atomes, c'est le comportement des électrons qui est très particulier. Que dans les matériaux supraconducteurs, les électrons se couplent par paires, ils se synchronisent, ils forment une vague géante et c'est ça qui va repousser le champ magnétique. Alors ça y est, notre pastille est supraconductrice. Je vais enlever la petite cale en carton qui a permis de surélever notre pastille et je vous laisse regarder. On fait léviter notre pastille au-dessus des aimants. Alors regardez, je peux passer une feuille sans problème. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est encore mieux, c'est de la physique. Et alors, pour vous montrer que c'est mieux qu'un simple aimant, c'est beaucoup mieux que de l'aimantation, regardez ce que je peux faire. Donc là, on a notre pastille qui lévite. Je peux retourner le rail et notre pastille reste en lévitation. En fait, dans tous les sens, la pastille va rester accrochée. On parle d'ancrage magnétique. En fait, la supraconductivité, ça permet de se piéger dans le champ magnétique. Et c'est pour ça qu'on peut, dans tous les sens, faire léviter notre pastille. Alors, on a des applications concrètes de cet effet, donc de cet effet Meissner qui permet de repousser un champ magnétique. En l'occurrence, déjà dans le milieu médical, quand on passe un IRM, on a besoin d'être plongé dans des très forts champs magnétiques. On a besoin de faire passer beaucoup de courant. Et donc, on utilise des matériaux supraconducteurs. Comme ça, ça ne chauffe pas, il n'y a aucune perte de courant. C'est très pratique. Également, en termes d'énergie, vous imaginez, on peut quasiment alimenter une ville entière en faisant passer énormément de courant dans un simple petit fil, puisque ça ne chauffe pas, il n'y a pas de résistance, pas d'effet Joule.
Et également, ça vous fait peut-être penser, là, ces va-et-vient du transport. Là, on a l'overboard de Retour vers le futur qui existe pour de vrai. En fait, il y a déjà un train qui existe au Japon qui s'appelle le maglev. C'est exactement ce principe, mais il fonctionne sur quelques dizaines de kilomètres seulement. C'est un prototype parce que pour l'instant, ça coûte très cher. Ces matériaux, ils sont à la pointe de la technologie. Donc, il coûte très cher. Et en plus, il faut tout le système de refroidissement pour qu'il soit supraconducteur. Donc, pour l'instant, c'est un prototype. Mais vous imaginez que le Graal des chercheurs dans ces domaines-là, c'est de trouver des matériaux qui seraient supraconducteurs à des températures bien plus raisonnables que celles-ci à moins 150 degrés. Si on en trouve à température ambiante même, vous imaginez tout ce qu'on pourra faire en termes de transport, d'énergie. Ce sera vraiment une révolution dans tous ces domaines. Alors voilà ce que je pouvais vous présenter autour de la physique du froid. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très belle fête de la science.